Cédric Cabrol. Je suis issu du monde agricole, mais comme je n'avais pas la patience de traire les vaches, je suis parti dans la recherche en chimie, où j'ai travaillé pendant 22 ans. Et puis, quand on a de la terre sous les chaussures, eh bien, on revient à tout ça. Donc, au début, avec de la permaculture, du jardin. Et puis, mon frère était allé aux États-Unis il y a 8 ans, voir la conférence régénérative, où il avait entendu de nouvelles idées, des choses où on pouvait stocker beaucoup de carbone. Il m'a expliqué que ce que je faisais dans mon jardin, c'était pas bien, que l'important, c'était les racines, la diversité. Et du coup, j'ai monté un projet agroforestier parce que je faisais un peu d'apiculture aussi, à vocation, projet agroforestier à vocation apicole. Et du coup, comme les sols étaient libres, il y avait 5 hectares et que c'était très contrasté, ben, j'ai dit, ben, on va étudier cette expérience que tu as vue aux États-Unis et on va voir ce qu'on peut faire parce que ça faisait déjà 20 ans que j'étais soucié par ce CO2 à aller jusqu'au travail en vélo, etc. Donc, je vais vous parler en ces temps où la vache est de plus en plus sur la sellette, une autre façon de l'utiliser qui peut-être pourrait être en plus une très bonne solution. Je vais vous montrer un petit peu les expériences que j'ai pu répliquer à cet endroit, qui est une photo qui a été prise sur la parcelle où ont lieu les expérimentations, et c'est pour voir comment nous pouvons stocker vachement de CO2. L'histoire démarre avec l'intuition d'un Américain qui s'appelle Guy Brown, qui, il y a 20 ans, a eu l'idée de faire pâturer ses vaches comme des bisons, puisqu'il était sur des terres où autrefois les bisons pâturaient. Et ça, c'est un détail qui peut peut-être tout changer. Donc, on va voir comment. Donc, Guy Brown, voilà, c'est cet homme. Donc, ce qui nous présentait et qui m'a interpellé, c'est ce graphique d'évolution de son sol qui change de couleur, mais aussi pour les spécialistes qui monte jusqu'à 11% de matière organique, ce qui est absolument énorme. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Là, ici, on a du sol qui apparaît en haut dans le coin et qui renvoie bien c'est bien la couleur d'un sol à 11% de matière organique. Donc, du coup, j'ai voulu comprendre pourquoi. Et à partir de ce graphique, j'ai tracé une courbe d'évolution de la matière organique qui pourrait être celle-ci et qui est tout à fait en adéquation avec ce que peut nous raconter Olivier Husson dans sa conférence des cercles vicieux de la compaction, où on assiste, il prévoit un changement de potentiel. Et donc, Guy Brown, à l'autre bout du monde, a déjà réalisé ce changement de potentiel. Donc, si on reprend un peu l'historique, parce que j'ai lu son bouquin From Dirt to Soil que mon frère m'a prêté, du coup, c'est entre autres un des Américains qui avait vu mon frère aux États-Unis. Donc, du coup, il a arrêté le travail du sol, puis il a diversifié un petit peu ses cultures. Puis, à un moment donné, il a subi énormément de problématiques climatiques avec des sécheresses, des inondations, de la grêle. Il a pas eu de trésorerie, donc du coup, il a arrêté de mettre de l'azote. Et aussi, il y a eu beaucoup de couverts et de choses qui sont revenues au sol. Pour fabriquer l'azote, il a mis des couverts intercalaires. Donc ça, maintenant, c'est assez la mode de mettre des légumineuses pour fabriquer l'azote. Euh, euh, et puis, quand il a de nouveau eu de l'argent, il est retombé dans la drogue azote, et il a rencontré une professeure qui est le docteur Chris Nicole, qui a dit qu'il fallait vraiment qu'il arrête l'azote s'il voulait améliorer son système. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a remis des couverts multi-espèces. Avec aussi, il y a parlé des notions de biodiversité qui étaient importantes. Et du coup, il a entamé un sevrage d'azote, réintroduit l'élevage, qu'il a fait pâturer autrement, et mis énormément de diversité d'espèces. Maintenant, aujourd'hui, il a une centaine d'espèces. Et c'est comme ça qu'il a pu faire son saut de potentiel. Donc, cette notion de diversité est très importante puisque chaque plante va héberger à ses racines des cortèges bactériens et mycorhiziens spécifiques qui ont la capacité de, de créer une richesse au niveau des minéraux, etc. Et ça, on va le voir un peu plus loin dans la présentation. J'ai une autre slide. Ce qui est important, c'est que on épaissit énormément l'épaisseur du sol et on a une photo qui nous le montre. Et après, je m'étais livré à une série d'estimations du stock carbone qu'on peut avoir derrière en fonction de différentes hypothèses. Et j'arrivais à cette courbe où au final, l'intégration du stock carbone serait de l'ordre de 450 tonnes de CO2 à l'hectare, ce qui est absolument monstrueux, surtout sur une si faible durée de temps. Et aujourd'hui, on a un autre Américain qui a répliquer cette expérience qui s'appelle Russell Hendricks. Et lui, il n'a pas repris la drogue au milieu. Donc, en 10 ans seulement, il est arrivé à ce total de 450 tonnes de CO2 à l'hectare, avec des teneurs en matière organique de l'ordre de 8,2 en surface et 6,5 en profondeur.
Donc, du coup, j'ai aussi, là-dedans, quand je me suis intéressé à ça, les agronomes en France m'ont dit, oui, mais Guy Brown, il est dans un climat, il y a beaucoup de périodes de gel, donc c'est normal qu'il stocke du carbone. Il y a aussi, ça doit être du carbone mort, il ne doit pas avoir de fertilité. Et du coup, si on regarde un peu au niveau de la fertilité, j'ai essayé de collecter les éléments analytiques qu'il communiquait. Et ici, vous avez trois boules qui sont l'azote, le phosphore, le potassium et le carbone qui sont présents dans son sol. Et c'est en molaire, donc c'est le nombre d'atomes qu'il pourrait y avoir. Du coup, j'ai retrouvé d'autres analyses où il a publié après. Vous voyez qu'il a pas mal augmenté. Du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire c'est peut-être bien réel parce qu'il évolue. Et en tout cas, si on compare aussi au niveau de l'agriculture biologique ou sans travail du sol, ce que j'avais noté, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été mauvais, mais que quelque part, aujourd'hui, dans son système, il est bien meilleur que ce que peut être un bio ou quelqu'un qui ne travaillerait pas le sol. Et aujourd'hui, alors c'est apparu derrière ma caméra là, mais on voit que les boules sont vraiment stratosphériques puisqu'il trouve 320 unités d'azote dans son sol en temps réel. Le phosphore et le potassium, c'est énorme, le carbone organique aussi, c'est vraiment phénoménal. Et ici, je présente aussi ce que je peux avoir dans mes meilleures zones de mes parcelles, où je suis déjà dans une logique où je ne mets pas d'azote, et vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'azote. Donc, j'ai aussi voilà, une zone un peu plus dégradée, comme dont on parlera par la suite, et une zone très dégradée où je vois qu'en appliquant ces méthodologies, j'ai déjà une petite évolution. Alors ça, c'est des choses que je présentais il y a 2 ans, et entre-temps, on va voir, ça a bien marché chez moi aussi. Euh, donc, je notais qu'on pouvait avoir de la progression rapide. J'ai aussi analysé des écosystèmes. Donc, vous avez là on a une prairie naturelle. J'ai aussi une zone où il y a des orties et de la ronce pour montrer ce que ça peut donner. Et j'ai aussi ma serre qui tournait bien, où il y avait de belles plantes. Les petits pois peuvent faire 3,20 m et les framboises aussi. Voilà ce qu'il y avait dans le sol. Euh, donc tout ça, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on met de l'azote, eh bien, enfin, on a moins d'azote dans le sol. Et donc peut-être voilà, utiliser autrement les animaux peut avoir de l'impact. Donc, une notion qui est très, très importante là-dedans, c'est que, et ça, c'est une publication qui vient des États-Unis, c'est Critters, qui en 1955 a noté que lorsqu'on effeuille les plantes, au début, on conserve toutes les racines, et puis arrivé à 50% des feuillages, petit à petit, on va tuer les racines, et même si on laisse 20% de feuilles, on a déjà tué toutes les racines. Donc, j'avais l'intuition que ça pouvait être très important pour aller chercher l'eau et reconstruire une nouvelle plante. Mais aussi, si on y réfléchit, on permet à la plante, pour moins de feuilles, d'aller chercher plus de minéraux. Et quelque part, on peut gommer les effets de carence. Et ça, on va le voir, je vais l'illustrer après avec des analyses. Donc, je vous présente ma zone d'expérimentation, qui est un terrain très contrasté, où là, on a une vision de ce que peut être la distribution de la matière organique sur la parcelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne, il y a une légère pente et la personne qui travaillait là labourait en envoyant la terre dans la pente. Donc, il y a eu énormément d'érosion. Mais ça, du coup, pour l'expérimentation, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir. Gabe Brown a démarré de 2, il est monté à 6. Moi, ça me permet de tester les expériences à plusieurs étapes de son processus, quoi. Donc, du coup, voilà une photo de la truffière. J'ai une zone un peu plus au seuil de fertilité, on va dire, qui est la lisier, et une zone où ça pousse déjà très bien, qui est le Bon Coin, qui est une ancienne prairie naturelle. Et si je vous remets. Donc, et aussi, dans mes expérimentations, j'ai testé à rentrer des oligo-éléments avec des pulvérisations foliaires. Donc là, c'est des choses. C'est chimique, mais c'est de la chimie soft, où on met des oligo-éléments qu'on donne aux plantes, comme quand on prend des compléments vitamines, nous, quand on n'est pas bien, quoi. Donc, vous avez ici une vision des différences de pouces qu'on peut avoir en juxtaposant. Vous voyez qu'il y a restaurer les sols, ça peut avoir un réel intérêt pour la croissance des plantes. Donc, pour aller voir un peu plus dans le détail au niveau des oligoéléments, donc ici, ce que je présente, c'est ce qu'il y a dans le sol, par exemple pour le zinc, que j'ai dosé pendant 4 ans.
Et on va s'intéresser à l'effet de la pâture sur ce qu'il peut y avoir comme oligo-éléments dans les feuilles des plantes. Donc, j'ai commencé à faire des analyses avant de faire les pâtures. J'ai aussi, un mois après, je suis revenu après pulvérisation ou en ayant laissé des plantes entières. J'ai aussi analysé quand j'avais pâturé que 30% des feuilles, juste avant qu'on casse les racines, en fait. Et j'ai aussi étudié ce qui se passait quand on avait rasé les plants, que les moutons avaient trop pâturé. Donc voilà ce qu'on obtient. Bon, le graphique est assez compliqué, mais on va se focaliser sur un seul élément. On va regarder sur la truffière, qui est une zone en fait où on voit qu'il y a très très peu d'oligo-éléments présents. Malgré ça, alors avant pâture, on avait des plantes qui étaient limite carencées, puisque le seuil usuel correct, c'est ce rectangle. Par contre, si je laisse les plants sans pâturer, on voit qu'ils s'affaiblissent, il y a moins d'oligo-éléments. Par contre, si je pâture, je vais au-delà des zones usuelles de target usuelles. Et alors, je n'ai pas le plan rasé à cet endroit-là parce que c'est pas évident des fois de ménager des bandes de témoins, etc. Mais on voit que par exemple, dans la zone la plus fertile, si je pâture totalement, j'ai dégradé la situation des plantes. Voilà, donc le seuil de pâture est très important. Euh, alors, alors, je vous présente quelques photos des choses, comment ça se passe sur le terrain. Donc, c'est avec des couverts multi-espèces. Et j'ai choisi de montrer cette photo. Alors, ça, c'est la zone qui est assez fertile, hein. La zone fertile est là sur le côté. Mais ici, on est quand même dans un bas-fond de vallée pour la partie de droite. Et je voulais montrer quelle différence il peut y avoir, quel intérêt il peut y avoir à travailler un couvert multi-espèces par rapport à une prairie naturelle. Vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes biomasses, donc ça aussi, ça peut aider à faire avancer le système, parce que c'est comme ça que Game Brown nous dit aussi. Il nous dit, je mets des couverts intercalaires multi-espèces, et donc j'ai travaillé moi tout le temps en mettant ces couverts et en hiver et en été. Euh, j'ai aussi une vidéo, alors je suis désolé, elle est de mauvaise qualité, mais je te la ferai passer en meilleure qualité, euh, où je montre, voilà, j'ai utilisé des vaches et des moutons. Et alors, dans le bon coin, j'ai pas pu avoir de bonnes modalités de pâture parce que les plants étaient beaucoup trop hauts pour les moutons et ils avaient tendance à casser tous les pieds pour pouvoir les manger, ce qui les intéressait. Bon, puis il y a un petit clin d'œil à mon chien qui se régalait de faire ça. Voilà. Voilà, là on voit un peu plus les vaches. Bon, enfin, en fait, on organise un saccage en règle parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que on a l'impression de perdre toute la valeur du troupeau. Il y a toute la valeur des couverts, il y a énormément de pertes au sol. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus ça comme ça. Et ça fait 10 000 ans que les hommes ont interdit aux animaux d'aller pâturer dans les couverts comme ça. Là, par contre, on a des choses qui ont été beaucoup mieux. C'est la truffière. C'est cette zone où j'ai réussi les pâtures depuis 2 ans parce que c'est beaucoup plus gérable. C'est à la hauteur des moutons. Et puis en même temps, comme ça va très très vite, je prenais le temps de rester sur place pour stopper les opérations au bon moment. Parce que là-dedans, il y a une notion de seuil qui est très importante donc, pour conserver les racines. Euh, si on regarde, si on compare un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le stockage carbone, donc ça, c'est des choses que publie Guy Brown. Il nous montre les différences qu'il peut y avoir entre des pâturages continus ou un pâturage tournant dynamique ou ce qu'il fait lui. Mais je pense que pour comprendre les choses, il est important de retourner ce graphique. Ah oui, en fait, ça présente le taux de matière organique en fonction de la profondeur de sol, mais je pense que comme les racines vont vers la profondeur, il est important de placer ce graphique dans le bon sens, si je puis dire. Et ce qu'on voit, c'est que suivant les modalités de pâture, donc on va avoir des stockages carbone bien différents. Si on pâture vite, ah ouais, là je fais une pause. Tu couperas au montage. Quand on va pâturer, qu'on va couper toutes les racines, on va avoir ce type de profil de stockage carbone. Donc là, je l'ai remis en couleur pour que ce soit plus visuel. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que comme on coupe les racines, on va stocker du carbone que sur 25 cm. Et après, on a un peu de percolation du carbone dans le profil, mais ce n'est pas génial. Si on fait du pâturage tournant dynamique, on accélère les vaches
Et là, du coup, elles vont moins manger et on va avoir un meilleur stockage carbone. Et vous voyez qu'on en a plus en profondeur. Et alors là, c'est passé très vite. En fait, quand on fait le mob grazing, on dynamise les troupeaux comme s'il y avait des loups présents sur place. Et ça, c'est des choses qu'on a empêchées il y a 10 000 ans. Et ça a beaucoup de sens, en fait. Ce qu'on a compris sur ma parcelle, et là, je fais une petite pause, mais j'ai pas d'image pour illustrer. Mais vous avez vu que la parcelle est très hétérogène et que moi, les moutons, je me les suis fait prêter, les vaches aussi. Et au début, j'ai travaillé avec les moutons et le berger, je ne pouvais pas lui dire prête-moi des moutons et puis repart et puis revient et puis repart. Donc, on a choisi de prendre un moment où c'était bon, où il y aura assez à manger pour son troupeau. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on a mis en œuvre les brebis, j'avais une zone où il y avait des avoines qui étaient très mûres et qui étaient au stade de laiteux-pâteux. Et le berger m'a dit non, mais ça, c'est pas grave, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais, mais peut-être c'est comme si on leur donnait de l'avoine et peut-être ça fera un flushing et on aura le troupeau qui tombera en chaleur tout le temps en même temps. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un pic de fertilité du troupeau et qui s'est traduit même derrière par 30% de gémellité en plus. Du coup, l'année d'après, on a choisi de rester comme ça et de dire on va cibler ce stade de plante. Et ce berger, un jour, quelques années après, m'a dit, j'ai une brebis qui s'est faite attaquer par un loup. Et je dis, bon, comment tu sais ça? Eh bien oui, parce qu'en fait, il mange que le foie et les poumons. Et je dis, il me dit, ben oui, parce que si tu devais être un loup, que tu devrais courir après un troupeau, tu vas pas te charger la panse avec 3 tonnes de bidoche. Il faut que tu restes léger et rapide. Et du coup, tu prends que les minéraux. Et en fait, si on y réfléchit, les vaches, les brebis avaient un repas très riche complet pour elles qui leur permettait de gagner la ligne, puisque le laiteux pâteux, il y a beaucoup d'eau dans le grain, il y a de la protéine et des sucres. Donc, du coup, elles restent mobiles face au troupeau. Et donc, si on leur laissait le choix de traverser les continents au rythme où elles aient choisi, eh bien, elles iraient naturellement sur ce stade. Parce que ça leur donne la fertilité, parce qu'elles sont super contentes quand elles sont dessus. Franchement, elles sont frénétiques et elles ont un sourire jusqu'aux oreilles. Et, euh, et par contre, du point de vue de la plante, elle était en train d'avoir sa descendance. Et au dernier moment, elle s'est faite manger ses grains. Et ce qu'on a vu, c'est qu'elle avait tous les minéraux dans la sève pour faire une bonne photosynthèse. Et du coup, ce qu'elle fait, ben, elle continue à faire la photosynthèse et elle le met à profit de sa dernière graine ou des graines de ses nièces et de ses cousines pour mettre ce carbone dans le sol et en fait, elle le met sous forme de polymère hydrorétenteur qui va stocker immédiatement l'eau. Donc, avec le carbone, au lieu d'avoir de la matière organique qui va stocker 7 fois la quantité d'eau, eh bien, on va pouvoir avoir un polymère qui stocke avec 1 gramme de carbone 100 fois la quantité d'eau. Et donc ça change la donne immédiatement. Et en plus, voilà, on met le carbone sous terre. Au lieu de l'avoir juste en surface, comme dans le cas du surpâturage, on l'enfouit au fond. Et ça, c'est ce qui explique qu'on accélère les choses. Donc, du coup, voilà ce que montre Gabe Brown. Ça, c'est la motte claire. On a laissé les vaches 2 jours au même endroit. Et là, on les a changées 2 fois par jour. Et on a aussi des indices, ça c'est un pâtureur, c'est Alan Williams aux États-Unis qui montre que les meilleurs pâtureurs qu'il a dans son lot, eh bien, ils ont des choses assez étranges et ça c'est assez reproductible. On évolue à 0,5 points de matière organique par an à peu près, mais c'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Et voilà moi ce que j'ai pu voir au Pérounel en suivant en fait mes sols année après année. Voilà les évolutions que je constate. Les pointillés, c'est pour du 30 pour 1000. Aujourd'hui, je pense qu'on a des points qui sont à 200 pour 1000 sans problème. Et si je prends ces points, que je les remets en lien avec la courbe qu'on a tracée de Gay Brown là au début, voilà ce qu'on obtient. Donc, on voit que c'est assez superposable au stade où on est dans la fertilité. J'espère qu'on pourra aller vers le grand saut, même si malheureusement aujourd'hui le troupeau est parti dans le nord et c'est pas évident pour moi de continuer les pâtures, mais je continue à suivre les parcelles. En tout cas, pour l'évolution que j'ai eue euh, cette année, il n'y a pas eu de pâture, il y a eu la canicule et le système a continué à évoluer. Peut-être on a permis de développer des populations, de rééquilibrer les populations et ça a continué. On verra à l'automne, là, je réanalyse. Et après, ben, si maintenant on fait le lien, si on revient à la question de la vache, comment on l'emploie, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, on est obligé de parler de méthane.
Donc, si on fait de la bibliographie, on voit que la quantité de méthane émise par les bovins est très variable en fonction de la façon dont on l'alimente. Ça peut aller d'un impact carbone de 9 tonnes par an par animal à 1,5 tonne. Donc ça dépend de la qualité de l'alimentation et si on est riche en oméga 3 et en oligo-éléments, etc. Ce qu'on voit, c'est que là, eh bien, on a vu que quand on fait ça comme ça, l'alimentation est correcte. Donc, on peut supposer qu'on ait des vaches qui émettent moins. Et là, c'est la valeur du bison, en fait, que je suis allé chercher dans son écosystème qui a été mesuré par une publication. Et si on met en regard le CO2 qu'on pourrait capter, voilà, là, on est sur la même taille d'atomes de carbone en noir. Donc, on voit qu'il n'y a pas de débat réellement. Dans tous les cas, on compenserait les émissions méthane. Et si on fait des calculs sur la quantité de carbone qu'on pourrait stocker, voilà ce que nous montre le film Kiss the Ground. Il montre qu'on pourrait réfléchir la courbe de CO2. Et moi, j'avais fait les mêmes calculs avant d'avoir voir le film et je trouvais les mêmes ordres de grandeur. Voilà, donc, et enfin, là-dedans, j'ai introduit une notion qui est importante de pouvoir piloter le processus. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai mesuré la quantité de sucre qu'il y avait dans les plantes en fonction de l'effeuillage. Voilà, donc le Brix, c'est la teneur en sucre. Là, on est sur le pourcentage d'effeuillage et j'ai vu qu'on avait un optimum puisque les plantes sont armées pour faire la photosynthèse et qu'en fait, elles n'ont pas de sucre sur elles. Il faut admettre qu'elles l'injectent dans le sol. Et on a un optimum qui est ici autour de 40% des feuillages. Et très certainement, chaque plante doit avoir son optimum des feuillages et elle doit envoyer des signaux gustatifs aux animaux pour qu'ils prennent la quantité acceptable. On peut supposer que l'écosystème se soit sélectionné comme ça. Et je conclurai que on peut supposer que ce système soit impossible à mécaniser et qu'il faille recourir aux vaches. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Depuis quelque temps, je m'amuse à faire des maquettes pour essayer de comprendre comment la température des surfaces influence les précipitations. Enfin, je l'ai compris, mais je veux le visualiser. Donc là, on a un montage avec les mêmes températures de surface et on avait les mêmes flux de pluie sur le côté. Et là, on voit qu'à mesure qu'on fait chauffer, ça modifie la quantité d'eau qu'on pourrait récupérer, qui pleut et qu'on pourrait récupérer dans le sol. Et on peut même arriver, quand le sol est relativement chaud, bon, après, on sait tous que dans les déserts, il n'y a pas de pluie. On voit qu'il pleut plus du tout, on récupère plus de pluie. Donc, on voit que quand les sols sont froids, les pluies peuvent s'écouler normalement et tomber, alors que quand ils sont chauds, ben, on a des mouvements convectifs et on peut même repousser les nuages, en fait. Donc, et après, ça, c'est important pour le climat parce que plus les nuages sont hauts en altitude, plus on va avoir des nuages réchauffants qui vont réchauffer le système. Donc, garder des plantes longues, ça permet d'avoir une ration du climat et de garder des sols frais et d'avoir la pluie. Donc, aussi dans la façon dont on peut expliquer qu'on améliore vite les performances du système, c'est qu'on a vu qu'il y avait les polymères, on peut stocker l'eau, mais aussi peut-être on fait tomber plus de pluie sur les endroits. Et en tout cas, pour en avoir discuté avec les climatologues, la région de Gay Brown, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et les climatologues disent oui, mais là-bas, parce que je leur montrais que les températures étaient plus froides au niveau global, ils me disent non, mais là-bas, c'est qu'on a changé les courants d'air et il y a plus de pluie. Mais peut-être aussi, c'est parce qu'en pâturant autrement, on a un impact sur le climat. Voilà, donc normalement, ces questions m'intéressent beaucoup. Je suis parti de l'angle de séquestration carbone et je me suis posé les questions de quel impact ça pouvait avoir sur le climat. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis à ces niveaux-là. Et avec des discussions assez poussées avec des climatologues, donc un stage et une thèse, et aussi des climatologues qui ont envie de venir voir sur le terrain de voir, donc ce que je leur montrais, j'en ai pas parlé là, mais on améliore aussi beaucoup l'infiltration. Guy Brown nous dit être passé de 12 mm/h à 200 mm/h et aujourd'hui il est à 760 mm/h. Donc c'est sûr que si on a un typhon qui s'abat, on n'arrivera pas à infiltrer 760 mm/h parce que là, les agronomes mesurent avec un petit disque, c'est que sur 20 cm. Mais on peut supposer qu'on pourrait avoir un enfin, que je pense que l'homme a inventé les inondations en cassant le travail de la nature, et des racines, des vers de terre, et les glomalines. Enfin, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que la nature, c'est 500 millions d'années de R&D
et qu'il y a des stratégies qui sont très, très subtiles. Par exemple, on a l'ambroisie qui pullule en ce moment dans le Lauragais, qui est une plante des zones semi-désertiques. Elle est capable d'envoyer des pollens qui, normalement, les pollens, ils vont être capables de condenser l'eau et de faire tomber la pluie. L'ambroisie fait des pollens très fins qui vont empêcher les pluies de tomber parce qu'elle, elle supporte le climat sec et peut-être elle élimine sa concurrence pour, s'il y a moins de pluie, elle est sûre de prospérer puisqu'elle sait faire avec. Donc voilà, il faut, du coup, j'ai développé ces notions, je suis allé jusqu'à des notions d'agro-écoclimatologie qui intègrent toutes ces notions un peu subtiles. On voit aussi que les plantes mycorhizées vont être capables. Le climat, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on emploie l'eau, qu'on ne l'envoie pas assez vite, on va pas arriver à. Pour faire un nuage gris, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Et il est gris, le nuage, parce qu'il réfléchit les rayons lumineux et il nous tient au frais. On voit que c'est frais. Par contre, si on n'arrive pas à envoyer assez d'eau assez vite, eh bien, l'eau, vous savez aussi, c'est un gaz à effet de serre. Et du coup, ça demande d'envoyer plus d'eau. Et si on ne colle pas, en fait, le bon système, la bonne vision qu'il faut avoir, le système sol-plante est l'amortisseur du climat. Et vous savez qu'en compétition, automobile ou sport, VTT, etc., à un moment donné, ça se joue à des réglages de suspension très, très fins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en changeant les plantes, en empêchant l'eau d'aller dans les sols, en enlevant les champignons, les mycorhizes, ben, on dérègle nos amortisseurs climatiques, en fait. L'an dernier, la France, c'était la canicule. Cette année, dans le sud de la France, on a eu, vous voyez que quand il commence à pleuvoir, après il pleut tout le temps, parce que c'est aussi l'eau nous sert à refroidir, à fabriquer les nuages, à refroidir le système. On a des boucles de rétroaction comme ça. Et bien, en fait, en déréglant nos amortisseurs, ben, des fois, on fait des sorties de trajectoire, on quitte la piste et il faut qu'on arrive à recoller à ce que nous demande l'atmosphère.